le rôle que l'apartheid jouait dans la question sud-africaine. Et de la même façon qu'aucune paix, aucune issue n'était possible en Afrique du Sud sans la disparition de l'apartheid et sans la reconnaissance du fait que l'apartheid est un crime, aucune issue n'est possible dans la guerre, j'aime pas dire la guerre israélo-palestinienne parce que ça voudrait dire que c'est une guerre entre deux peuples. Donc je préfère dire la guerre de l'État d'Israël contre le peuple palestinien, parce que c'est un État qui se bat contre une population désarmée. Cette guerre n'a aucune issue possible avec le maintien du sionisme. Donc il n'y aura pas de paix sans une désionisation d'Israël, une rupture avec le sionisme, un dépassement du sionisme, mais l'idée même, et on le voit, on est aujourd'hui 20 ans après les accords d'Oslo, les accords d'Oslo ont voulu imaginer une paix. Maintenant, toutes les structures de l'État d'Israël, l'État juif, l'État d'Israël tel qu'il a été construit après 1948 sur une base raciste et sur une base de discrimination, et on voit le résultat, ces accords ont été une sinistre plaisanterie, et même celui qui les a signés côté israélien et qui est mort assassiné, Yitzhak Rabin, entre la signature des accords d'Oslo et son assassinat, il a installé 60 000 nouveaux colons. Donc on peut se poser évidemment des questions sur la possibilité de négocier avec les sionistes. On peut poser aussi la question, existe-t-il des sionistes à visage humain? Parce qu'au moment d'Oslo, c'était un petit peu le pari. Il en a existé incontestablement. Je citerai des noms, Martin Buber, entre les deux guerres, qui était un juif allemand chassé par le nazisme de l'Allemagne nazie, était partisan d'un État binational, et en 1946, il y a des élections parmi les juifs de ce qui n'est pas encore Israël, donc qui s'appelle le Yishuv, les établissements juifs en Palestine, et la liste pour un État binational de Martin Buber obtient 45% des voix. Donc il y avait une petite moitié des futurs Israéliens qui n'étaient pas pour le nettoyage ethnique. Mais ce courant a explosé en plein vol dès qu'il y a eu les premiers coups de feu de la guerre de 1948, et il n'existe plus aujourd'hui. Donc ce courant-là n'existe plus. On peut se poser la question, est-ce que être antisioniste, et c'est une accusation qu'on me lance souvent, ce n'est pas vouloir rayer Israël de la carte et jeter les Juifs à la mer? On mélange beaucoup de choses sur cette affaire-là. Donc, en ce qui me concerne très clairement, l'État juif doit disparaître. Le seul État français qui a existé dans l'histoire, c'est Vichy. Un État qui se définit sur des bases ethniques, religieuses, communautaires, ne peut être qu'excluant vis-à-vis des autres. Même Shlomo Sand, qui est partisan de deux États, écrit État juif et démocratique. C'est un oxymore, c'est une contradiction. Si on est juif, on n'est pas démocratique. Et la blague qui se dit en Israël, c'est que Israël est un État démocratique pour les juifs et juif pour les arabes. Et bien évidemment, ça veut dire que la moitié de la population qui n'est pas juive subit toutes les formes de discrimination que j'ai expliquées. Donc l'État juif doit disparaître, donc c'est en gros l'essentiel des institutions doivent disparaître. Par contre, je suis assez clair là-dessus, les juifs israéliens devront rester, un petit peu comme l'apartheid a disparu en Afrique du Sud, mais les 6 millions de blancs sont restés, ils sont restés sans l'apartheid. Donc voilà, l'idée c'est qu'il n'y a, de mon point de vue, aucune issue dans cette guerre-là sans le vivre ensemble dans l'égalité complète des droits, l'égalité politique, économique, commerciale, toute l'égalité possible, évidemment, et égalité sur la possession des richesses et tout. Et si on n'en passe pas par là, de mon point de vue, ce sera la barbarie. Mais en tout cas, il n'y a pas de paix avec le sionisme, mais le sionisme ne signifie pas les juifs à la mer, bien évidemment. La fin du sionisme signifie l'égalité et rien d'autre. On nous dit parfois, si vous vous définissez anti-sioniste, c'est anti quelque chose, c'est une définition négative. Ouais. Mais enfin bon, je suis aussi antifasciste, antiraciste, et j'arrive pas à trouver d'autres termes possibles. On nous dit aussi parfois, si vous êtes anti-sioniste, il y a la confusion avec Dieudonné. J'expliquerai que Dieudonné n'est pas anti-sioniste, il a des tas de points communs avec le sionisme. Le premier étant qu'il essentialise les gens suivant leur origine ou leur identité supposée, et qu'exactement comme les sionistes, il dit juif égale sioniste. Pour les sionistes, juif égale sioniste, ça veut dire si vous critiquez le sionisme, vous êtes antisémite. Et pour Dieudonné, puisque les sionistes sont coupables de crimes, c'est que les juifs sont intrinsèquement pervers. Mais c'est une pensée qui, au bout du compte, part des mêmes présupposés.
Alors je vais essayer un petit peu de définir le sionisme. On ne peut pas le définir avec une seule idée. C'est plein de choses mélangées. Et je vais peut-être aborder en priorité celui qui, d'un point de vue juif, est le plus fort. C'est la question de la réécriture, de la mystification de l'histoire des identités et des mémoires juives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer le succès du sionisme auprès des juifs si on ne part pas de là. Alors, je vais être un petit peu obligé de faire de l'histoire, et dans ce petit bouquin, j'ai essayé en un chapitre de raconter l'histoire de cette guerre de l'Antiquité à nos jours. Peu importe que, donc je vais repartir de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, il y a un ouvrage qui s'appelle la Bible, qui n'est pas un ouvrage historique. Mais les sionistes, dont la plupart des fondateurs étaient athées ou non-croyants, Ben Gurion était athée, Herzl n'était pas croyant, ils ont pris la Bible pour un livre d'histoire, et en tout cas ils l'ont utilisé pour justifier leur conquête coloniale. Alors peu importe que la Bible raconte l'arrivée des Hébreux depuis la Mésopotamie, l'entrée et la sortie d'Égypte avec Moïse, ces épisodes sont légendaires. Le premier épisode qui est important dans la Bible par rapport à l'histoire actuelle, c'est le livre de Josué. Dans ce livre, Josué conquiert une par une toutes les villes du pays de Canaan, qui est en gros aujourd'hui la Cisjordanie, et une par une, il massacre ces villes peuplées d'impies, et il y a les fameuses trompettes de Jéricho et tout. Aujourd'hui, les colons sionistes de Cisjordanie disent, c'est écrit dans la Bible, Dieu a donné cette terre au peuple juif, et nous devons répéter ce que Josué a fait. Autrement dit, les déclarations des rabbins qui disent, la Torah dit qu'il faut tuer les Palestiniens, leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux, tout ça, c'est tiré avec évidemment des interprétations fallacieuses, mais c'est tiré d'une interprétation littérale du livre de Josué. Au niveau historique, tout ça c'est du pipeau. Les Hébreux sont un peuple autochtone, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes, donc il n'y a pas un seul épisode de toute cette série de massacres et de nettoyage ethnique qui a existé dans la réalité. Les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho. Les sionistes disent aussi il y a eu autrefois un royaume unifié de Salomon et David, et grâce au sionisme, nous reconstituons avec l'État d'Israël le royaume unifié d'autrefois. Là aussi, c'est d'abord une interprétation très partielle de la Bible, parce que la Bible dit aussi que de tout temps, dans cette région, ont vécu ensemble des peuples différents avec des religions différentes. Il y avait les Hébreux, mais il y avait les Philistins qui ont donné le nom à la Palestine, il y avait les Iduméens, les Moabites, les Cananéens et tout. Il y avait le culte de Baal qui pouvait voisiner la religion hébraïque. Tout ça s'était mélangé. En ce qui concerne Salomon et David, Jérusalem, à l'époque présumée du grand temple de Salomon et la reine de Saba, était un petit village de l'âge de fer de quelques centaines d'habitants. Donc il n'y a pas eu ni roi David, ni roi Salomon, ni grand temple. C'était tout au plus, David devait être un conducteur de troupeaux de moutons, mais pas plus que ça. Et donc, là encore, cette idée de refaire le royaume ne repose absolument sur rien. Les premières attestations historiques, c'est deux royaumes, le royaume d'Israël qui correspond en gros au nord de la Cisjordanie, et le royaume de Judée qui correspond à Hébron et à Jérusalem, ont toujours été des royaumes différents. Ceux-là sont historiques, le reste est assez légendaire. Beaucoup plus tard, les sionistes disent, donc on saute quelques étapes, on passe à l'époque de Jésus-Christ, ou un petit peu après. En 70 après Jésus-Christ, l'empereur romain Titus prend Jérusalem, détruit le temple, interdit la ville aux Juifs, et les Hébreux disent, les sionistes disent qu'à ce moment-là, 2 à 3 millions de Juifs partent et se répandent partout dans le monde, et qu'après 2000 ans d'exil, grâce au sionisme, ils reviennent et créent leur État. Autrement dit, à la base du sionisme, il y a la théorie de l'exil et du retour. Tout ça, c'est faux. Il y a tous les historiens qui ont rejeté d'abord. Cette terre-là, à l'époque, au maximum, pouvait avoir 5 à 600 000 habitants, pas plus. Ça, les historiens ont des moyens de calculer la population maximum d'un pays selon les périodes et l'hydrographie et tout. Et puis, il n'y a pas la moindre trace historique d'un tel départ. Ce qu'on sait maintenant de façon sûre, c'est que la religion juive était dispersée depuis très longtemps. 150 ans avant cet épisode-là, il y avait des juifs à Rome, il y en avait de nombreux qui étaient à Babylone, qui n'étaient jamais rentrés. Il y avait des juifs en Espagne, en Gaule, en Allemagne, en Tunisie et tout. Alexandrie était une ville à hautière juive et tout.
Et donc c'est la religion qui était dispersée pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. La religion juive est prosélyte, donc de très nombreux citoyens romains se convertissent au judaïsme, comme d'autres se convertissent au christianisme, ou au culte d'Isis, ou au culte de Mithra. Il y a probablement au IIIe siècle 10% de la population de l'Empire qui est juive. On trouve des synagogues du mur d'Adrien jusqu'à Doura Europos sur l'Euphrate, il y en a absolument partout. Et quand le christianisme triomphe avec l'empereur Constantin au IVe siècle, la plupart des juifs se convertissent au christianisme, et ceux qui ne se convertissent pas vont être obligés de s'enfermer. Et donc l'image de la communauté juive fermée et de la religion non prosélyte, c'est en gros quand elle est défaite par le fait que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. Autrement dit, les juifs aujourd'hui sont des descendants de convertis, soit de convertis de l'époque de l'Empire romain, soit de convertis ultérieurs. Les juifs du Maghreb sont tout simplement des berbères convertis à peu près vers le VIe siècle. Les juifs ashkénazes dont je suis sont très probablement des Slaves de l'Empire khazar qui avait entre mer Caspienne et mer Noire, qui sont convertis au judaïsme vers le IXe siècle après Jésus-Christ. Donc très massivement, les juifs sont des descendants de convertis. Et donc qui sont les descendants des Judéens de l'Antiquité, les juifs de l'Antiquité? Ceux qui n'ont pas bougé, qui ont toujours été sur place, qui ont été juifs, puis chrétiens, puis en majorité musulmans, c'est-à-dire les Palestiniens. Les Palestiniens qui, à peu près depuis la conquête arabe du 7e siècle, sont à 80% musulmans, 15% chrétiens, et jusqu'à l'arrivée du sionisme, 4 à 5% juifs. Et c'est à peu près l'équilibre démographique de la Palestine pendant 2000 ans. Donc on voit que toute la théorie sioniste de l'exil et du retour est un fantasme, est une justification ultérieure d'un phénomène de conquête coloniale. Le sionisme, on va le voir, est une réponse fausse, mais une réponse à l'antisémitisme. Il faut parler de l'antisémitisme. L'antisémitisme est une invention chrétienne et européenne, qu'on soit très clair sur ce point. Ce sont les chrétiens qui vont inventer les stéréotypes racistes, le peuple déicide, le peuple qui veut dominer tout le monde. C'est eux qui vont inventer les interdictions professionnelles, dont la pire est l'interdiction de posséder la terre. Donc dans l'Europe chrétienne, les juifs vont devenir colporteurs, percepteurs, banquiers, usuriers. Ils vont avoir des métiers interdits aux chrétiens. Ils seront les intermédiaires entre les seigneurs et la population, d'où une grande impopularité. Et très rapidement, dans l'Europe chrétienne, il y a des expulsions. La France en a eu une dizaine, et pratiquement au XIVe siècle, il n'y a plus de juifs en France. Il y en aura à nouveau à partir de la Révolution française, mais à partir de régions récemment annexées, comme le comtat venessin ou l'Alsace. Et l'Angleterre aussi expulsera ses juifs et tout. Et il y aura de très nombreux massacres, les massacres les plus emblématiques étant ceux de la première croisade, avant d'aller massacrer les musulmans, les massacres et la grande expulsion d'Espagne entre 1391 et 1492, et les pogroms qui commencent en Europe de l'Est à partir de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, dont certains feront plus de 100 000 morts, comme les pogroms de Khmelnytsky, du cosaque Khmelnytsky en Ukraine. Donc on voit l'antisémitisme est un phénomène européen. Aujourd'hui, les sionistes essaient de dire que les juifs ont vécu l'enfer dans le monde arabe ou dans le monde musulman. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Les juifs du monde arabe avaient le statut d'immi, c'est-à-dire protégés, entre guillemets. Ils payaient des impôts à la différence des musulmans, mais ils s'auto-organisaient, donc ils gouvernaient eux-mêmes leur communauté. Il y a eu des moments durs, mais qui en général étaient des moments durs pour tout le monde musulman qui les entourait. Et avant l'arrivée du sionisme, il n'y a aucune trace de massacres spécifiques contre les juifs dans le monde arabe ou dans le monde musulman non arabe, comme en Perse ou en Asie centrale. Donc voilà, l'antisémitisme est bien un phénomène européen et chrétien. L'antisémitisme moderne est une création de l'émancipation des juifs qui commence en Europe, en France puis en Allemagne, à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire c'est le moment où les juifs deviennent ils sortent du ghetto, donc ils deviennent une minorité invisible, et ils sont un obstacle à tous les rêves fous d'États ethniquement purs. Et il y aura un consensus antisémite total dans l'Europe à partir de la fin du XIXe siècle.
et du début du XXe. Alors il faut comprendre cette période qui est l'époque d'apparition du sionisme. À cette époque-là, les 2/3 des Juifs du monde entier vivent dans un seul pays, c'est pas la Palestine, c'est l'Empire russe. Dans l'Empire russe, c'est une population qui n'est pas une population de banquiers ou de bourgeois, c'est une population essentiellement de prolétaires ou de sous-prolétaires. Et donc, pour des raisons de lutte des classes, ils vont assez massivement perdre la religion. Donc le concept de juif athée, j'en suis un, existe depuis plus d'un siècle. On ne peut pas comprendre la révolution russe sans comprendre cette situation sociale. Et donc, quelle est la physionomie un petit peu du monde européen à la fin du XIXe siècle? D'un côté, il y a les religieux, mais qui sont minoritaires. Mais les religieux sont contemplatifs. Les juifs, c'est la religion du livre, donc ils sont indifférents au monde extérieur, même quand ils sont persécutés, même quand il y a des pogroms. Mais les religieux seront farouchement antisionistes. J'explique pourquoi. La religion juive est une religion de l'exil. D'après les religieux, le peuple juif a été puni pour s'être mal comporté, il est en exil, il ne pourra retourner chez lui que quand arrivera le Messie. Donc tout pouvoir temporel avant l'arrivée du Messie est interdit, toute installation dans cette terre aujourd'hui d'Israël-Palestine est totalement interdite. Donc il faut comprendre que les sionistes vont faire un véritable blasphème en faisant ça, et même l'usage de la langue, la langue hébraïque est purement une langue religieuse et est interdite comme langue profane. Il y a des langues juives qui sont le yiddish en Europe orientale, le ladino dans les Balkans ou dans l'ex-empire ottoman, il y a le judéo-arabe au Maghreb et tout, mais l'usage de la langue hébraïque est interdit si c'est à des fins profanes. Et le peuple élu dans la religion juive, ça ne veut pas dire celui qui a plus de droits que les autres, ça veut dire celui qui a plus de responsabilités que les autres. Et l'an prochain à Jérusalem, ça ne veut pas dire je vais à Jérusalem, j'installe un État et à toi de là je les mette, ça veut dire j'ai une référence à Jérusalem comme les musulmans ont une référence à la Mecque au moment où ils prient. Donc on comprend que les religieux juifs seront très hostiles au sionisme, et d'ailleurs quand Théodore Herzl essaiera de les convaincre de le soutenir, il y aura une pétition quasi unanime de tous les rabbins d'Allemagne contre Herzl et contre le projet sioniste. Mais à l'époque, donc on est à la fin du XIXe siècle, la majorité des juifs d'Europe sont laïcs, souvent non-croyants et révolutionnaires. Et il y aura même un parti révolutionnaire spécifiquement juif, qui est le Bund, qui propose dans le cadre de la Révolution mondiale l'émancipation des juifs à travers l'émancipation de l'humanité. Quelque part, je trouve que nous, à l'Union juive française pour la paix, nous sommes un peu les héritiers de cette idée-là. C'est dans le cadre de l'égalité de tout le monde et de l'émancipation de tout le monde qu'il y aura la fin des racismes et du colonialisme. On ne demande pas un sort particulier ou un état particulier. Alors le sionisme, il est complètement minoritaire face à ces deux courants, et dès le départ, c'est une théorie de la séparation. C'est une théorie qui proclame que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, donc la Russie, l'Allemagne, l'Autriche, ni dans le pays qui va être construit, c'est-à-dire le futur État juif en Palestine. Les sionistes n'ont jamais combattu l'antisémitisme, ils s'en sont toujours nourris. Donc aujourd'hui, quand on a les propos que je tiens, on est instantanément traité d'antisémite quand on n'est pas juif, et quand on est juif comme moi, on est traité de juif honteux, juif ayant la haine de soi ou juif nazi. Il faut savoir que les sionistes, non seulement n'ont pas combattu l'antisémitisme, mais ils aimaient les antisémites. C'est-à-dire, je donne un exemple, Herzl, donc on est en 1904, il va rencontrer le pire ministre antisémite du tsar, Plébé, celui qui a organisé le pogrom de Kishinev, dont ma grand-mère a été une des survivantes, et il lui dit vous et moi, nous avons les mêmes intérêts, qu'un maximum de juifs quittent la Russie. Donc dès le départ, l'idée sioniste va énormément plaire aux grands européens, parce qu'en gros, des gens qui proposent de débarrasser de leurs juifs, c'est quand même bien. Et il y en a même qui vont avoir une idée géniale, c'est Balfour. Alors Balfour a été Premier ministre d'Angleterre en 1905, il est ministre des Affaires étrangères en 1917. Il appartient au courant chrétien sioniste, parce qu'il y a aussi un sionisme chrétien qui existe surtout dans les pays anglo-saxons depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, et qui dit en gros que les Juifs doivent retourner en Terre Sainte. Ça favorisera le deuxième avènement du Christ. Il faut qu'ils chassent le mal, Armageddon, donc les Arabes, des bronzés,
Et évidemment, après, il faut qu'ils se convertissent à la vraie foi, sinon ils seront détruits, parce que c'est des millénaristes, les chrétiens sionistes. Donc, ce courant qui est authentique